Chers amis, bienvenue à ce premier colloque Dominique Vénère. J'ai tout d'abord le plaisir de vous annoncer, je suis allé à l'accueil, que nous sommes plus de 460 et des personnes continuent à rentrer. C'est déjà un début de succès pour ce premier colloque. Comme de coutume, je vais vous demander bien de pouvoir mettre les téléphones en silence. En organisant cette réunion publique, à cette date, nous célébrons en même temps le premier anniversaire de la disparition de Dominique Vénère. Dans sa dernière lettre, déposée sur le maître-autel de Notre-Dame de Paris le 21 mai 2013, il nous dit bien que son sacrifice a pour but de réveiller les consciences assoupies et précise l'objectif. « J'offre ce qui me reste de vie dans une intention de protestation et de fondation. » Même s'il avait plusieurs mois avant déjà évoqué avec ses proches la nécessité vitale de se recentrer sur un travail collectif de transmission aux générations présentes et à venir, de notre très longue mémoire européenne, il marquait par son geste sacrificiel non pas la fin d'une vie personnelle riche de travail, de combat, d'écriture et de réflexion, mais plutôt il allumait une étincelle pour raviver au plus profond de nous-mêmes et de nos compatriotes la flamme qui s'était pour certains affaiblie et pour le plus grand nombre, malheureusement, s'était presque éteinte. Vous noterez que je n'ai pas dit éteinte, mais presque éteinte. Car en lisant et relisant les derniers écrits de Dominique Vénère, je n'y ai pas trouvé de pessimiste qui laisserait à penser que tout est perdu, tout est fini pour notre civilisation européenne. J'y trouve même un encouragement à la patience et l'assurance d'un renouveau. Modestement, avec ce premier colloque, nous répondons aux derniers souhaits de notre ami et initions ce travail de refondation qu'il a appelé de ses vœux. Le colloque est organisé par des bonnes volontés qui s'appuient sur l'Association pour l'Histoire, association qui, je rappelle, avait pris en charge l'hommage public qui avait été rendu le 31 mai 2013, porte de Versailles, et qui, tout naturellement, prend en charge ce premier colloque, et cela avec l'aide des membres de l'Institut de la mémoire qui s'est créé selon les dernières volontés de Dominique Vénère dans les mois qui ont suivi sa disparition. D'ailleurs, institut qui fera son acte de fondation au sommet du mont Olympe. Nous allons maintenant vous passer un court extrait tiré d'une série d'entretiens réalisés par Philippe Millot, Jean-Yves Le Gallou et Philippe Conrad. Ces entretiens ont été filmés dans la demeure de Dominique en février 2013, quelques mois après sa mort. Ces entretiens représentent plus de 6 heures de films qui sont actuellement diffusés sur TV Liberté. Un coffret de DVD sera aussi bientôt disponible et vous pouvez y souscrire sur le stand de TV Liberté à l'extérieur de cette salle. D'autres extraits viendront ponctuer ce colloque. Oui, je crois que c'est une question importante, une question que l'on peut se poser, et nous avons des précédents historiques qui montrent que dans des situations de ce genre, il est parfois nécessaire que des hommes se sacrifient en quelque sorte pour tout à la fois pour authentifier leurs paroles. Sacrifier, ça veut dire sacrifier sa vie, ou mettre sa vie en jeu d'une façon ou d'une autre, sa propre vie, pas celle des autres, la sienne. Sacrifier sa vie pour authentifier ses paroles et pour créer aussi, peut-être, un choc qui montre que il est des valeurs plus importantes que la vie individuelle et que la vie individuelle peut être mise en cause ou peut servir d'instrument pour éveiller les consciences endormies et pour sortir de cet état de
torpeur que vous évoquez à juste titre. Je pense que, de façon exceptionnelle, peut-être le sacrifice ou les actions sacrifiées seront-elles nécessaires. Avant de laisser la place aux intervenants qui vont se succéder à ce pupitre, rendons un hommage tout simplement à celui qui a donné sa vie pour nous et le réveil de notre peuple que nous attendons tous. Nous ne ferons pas de minute de silence, nous lui rendons hommage en lisant tout simplement un de ses extraits et en l'évoquant. Extrait tiré de son livre posthume « Un samouraï d'Occident ». Dans un fameux passage de l'Iliade, le poète décrit la phalange achéenne. La lance fait un rempart à la lance, le bouclier au bouclier, chacun étayant l'autre. L'écu s'appuie sur l'écu, le casque sur le casque, le guerrier sur le guerrier. Ce n'est pas seulement la préfiguration de l'ordre hoplitique que l'on entrevoit ici, mais surtout l'expression de ce qu'est une communauté solidaire où chaque membre peut se reposer sur les autres, où la désertion d'un seul anéantirait instantanément le tout indissociable. Pas question de contrat ici, mais d'obligations mutuelles inscrites dans le pacte fondateur du clan, de la tribu, de la cité et de la phalange. Les phalanges de ce XXIe siècle que nous constituons ne portent plus la lance, le bouclier et le casque. Elles n'affrontent plus leurs ennemis en bataille rangée. Mais elles sont bien là, femmes et hommes, d'une communauté de pensée et d'action qui se préparent, transmettent, diffusent leurs idées pour qu'un jour elles s'imposent à tous ceux qui, jusque-là, étaient les fossoyeurs de notre civilisation européenne. Merci à vous. Je précise que le colloque est filmé par l'équipe de TV Liberté et que Dominique nous a laissé un stock de livres et de revues Enquête sur l'histoire et NRH. Leur vente va nous aider à financer ce colloque. Permettez-moi donc de vous présenter les intervenants dans l'ordre de passage. Philippe Conrad, historien, directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire dont il a partagé l'aventure avec Dominique Vénère, auteur de nombreux ouvrages dont La Reconquista au PUF et tout récemment 1914, La guerre n'aura pas lieu. Pierre-Guillaume Deroux est éditeur, il a publié Dominique Vénère aux éditions du Rocher et aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Il vient de rééditer Le cœur rebelle, livre que vous trouverez en avant-première sur le stand de nos amis de la librairie Contretemps. Javier Portela vient d'Espagne. Il est essayiste animateur du site El Manifiesto. Il a publié récemment Les esclaves heureux de la liberté, traité contemporain de dissidence. Ouvrage qualifié par Dominique Vénère comme étant une bombe atomique philosophique. Carlo Mano Adinolfi vient d'Italie. Il est le responsable culturel de Casapande. Il nous fait l'honneur de venir représenter leur organisation qui a honoré justement dans toute l'Italie le sacrifice de Dominique avec la fougue que nous pouvons attendre des Italiens. Bernard Lugan est historien, spécialiste de l'Afrique. Il édite la revue L'Afrique réelle. Il a récemment publié Mythes et manipulations de l'histoire africaine, mensonges et repentance. Alain de Benoît est essayiste. Il est éditeur des revues Nouvelle École et Crisis. Il a publié récemment Mémoire vive et Les démons du bien. À la moitié de notre programme, nous ferons une coupure qui sera propice aux retrouvailles, aux échanges et aux achats de livres et de revues. Je laisse maintenant la parole à Philippe Conrad. Quand j'ai fait la connaissance au début des années 1960 de Dominique Vénère, rien ne semblait le destiner à un parcours intellectuel au long duquel l'histoire allait prendre une place toujours plus grande. Engagé à 18 ans dans l'armée, avant d'être entraîné très tôt dans l'action politique, il milite pour l'Algérie française et contre la politique d'abandon alors mise en œuvre par le général de Gaulle, avant de faire l'expérience de la clandestinité et d'effectuer 2 longs séjours en prison pour reconstitution de Ligue dissoute. Quand se tourne la page du conflit algérien,
Il formule sa critique positive de l'échec que vient de connaître son camp et s'efforce de créer un mouvement politique porteur d'un nationalisme européen qu'il juge nécessaire dans le nouvel ordre du monde en train de s'établir. Les limites de l'action politique lui apparaissent toutefois rapidement, et soucieux de préserver sa pleine indépendance, il y renonce quelques années plus tard. Spécialiste des armes et amoureux de la chasse, de son histoire et de ses traditions, il va dès lors vivre de sa plume, en conservant ses distances vis-à-vis d'un monde dans lequel il ne se reconnaît plus guère. Esprit cultivé et curieux, il est davantage tourné à l'origine vers la réflexion politique que vers l'histoire. Et le jeune militant activiste cherche surtout, dans celle des grands bouleversements du XXe siècle, les clés d'un présent qu'il entend transformer. L'expérience de l'action, le fait d'avoir été directement mêlé au dernier grand drame de l'histoire française que fut l'affaire algérienne, lui ont toutefois fourni de multiples occasions d'observer et de juger les acteurs auxquels il s'est trouvé confronté, d'évaluer concrètement des situations complexes, d'établir le bilan des succès et des échecs rencontrés. Autant d'expériences qui se révéleront utiles ultérieurement pour apprécier des moments historiques certes différents, mais dans lesquels certains ressorts fondamentaux identifiés par ailleurs demeuraient à l'œuvre. Cette expérience de terrain, qui fait généralement défaut aux historiens universitaires, combinée avec une exigence de rigueur et une distance suffisante avec son propre parcours, s'est révélée précieuse pour aborder certaines séquences de notre histoire contemporaine, voire des épisodes plus lointains, dans le cadre desquels passions et volontés fonctionnaient à l'identique. Dominique Venner s'est d'abord imposé comme un spécialiste des armes individuelles, et c'est en ce domaine qu'il a d'abord séduit un vaste public en introduisant l'histoire vivante en un domaine où ses pairs, jusque-là, limitaient leurs approches aux seules données techniques. Exploitant la grande histoire des conflits, les aventures personnelles, les anecdotes significatives, il sut renouveler complètement ce genre bien particulier de la production historique. Ce fut en recourant à une inspiration identique qu'il réussit auprès d'un vaste public à rendre à l'art de la chasse sa dimension traditionnelle. Ce fut ensuite à travers l'histoire militaire que l'ancien combattant d'Algérie, qui avait rêvé enfant de l'épopée napoléonienne, retrouva le chemin de la grande histoire. Il eut ainsi la collection Corps d'élite, évoquant les Cosaques, les samouraïs, les Marines, avec des auteurs tels que Jean Mabir ou Erwan Bergotte. Une collection qui rencontra auprès du public un succès d'une ampleur inattendue. Aux antipodes des idées reçues et des préjugés dominants, l'ancien militant se pencha également à cette époque sur la guerre de sécession, en réhabilitant, dans le blanc soleil des vaincus, la cause des confédérés. L'occasion de régler leur compte à quelques mensonges historiques bien établis. En écho au réprouvé d'Ernst von Salomon, que Dominique était allé rencontrer, et en liaison aussi avec l'amitié qui le liait à Jacques-Benoît Méchain, eh bien, il va publier Balticum, qui retrace l'épopée des corps francs allemands engagés contre les révolutionnaires spartakistes, puis contre les bolcheviks russes en Courlande et en Livonie. L'intérêt porté ensuite à l'histoire de la révolution communiste, on peut rappeler que la critique positive qu'il avait rédigée en 1962 à la suite des échecs d'Algérie avait été comparée par certains au que faire réalisé par Lénine 60 ans plus tôt. L'intérêt donc qu'il portait à l'histoire de la révolution communiste conduit ensuite cet observateur des temps troublés nés de la Première Guerre mondiale et de la révolution soviétique à se pencher sur la genèse de l'armée rouge, ce qui lui vaut d'ailleurs une première reconnaissance, notamment de l'Académie française. Il collabore entre-temps avec son ami et complice Jean Mabir à Historia, la revue du grand public amateur d'histoire que dirige alors François-Xavier de Vivi. D'autres travaux suivront. Une histoire critique de la résistance, quelque peu décapante par rapport à toutes les idées reçues et à toutes les banalités produites sur la question. Une histoire de la collaboration également, qui demeure sans doute l'ouvrage le plus complet et le plus impartial sur la question, aux antipodes des travaux d'un Robert Paxton qui s'est imposé comme le chantre de l'historiquement correct pendant plusieurs décennies. Mais les choses là aussi commencent à bouger.
Les Blancs et les Rouges, histoire de la guerre civile russe, nous raconte ensuite les événements qui ont affecté la Russie au lendemain de la révolution bolchevique et confirme l'intérêt que portait Dominique à cet immense espace russe dont il essayait de comprendre le mystère. Ce fut l'un des titres d'un dossier de la Nouvelle Revue d'Histoire portant sur la Russie. Il publie également une histoire du terrorisme au moment où celui-ci prend toutes les formes que l'on sait. Après Le Cœur rebelle, une autobiographie dans laquelle il revient sur ses années de jeunesse et d'engagement, il réalise un De Gaulle, la grandeur et le néant, résultat d'une longue réflexion sur l'aventure gaulliste, celui qui avait été un anti-gaulliste farouche dans les années 1960, qui essayait d'imaginer le moyen d'en finir avec le bradeur de l'Algérie française, ensuite avait considérablement revu son analyse du personnage et de la période, et puis finalement dans De Gaulle, la grandeur et le néant, eh bien il tirait au bout du compte un bilan finalement négatif de cette trajectoire personnelle un peu hors du commun. Au cours des 10 dernières années de sa vie, et alors qu'il dirige la Nouvelle Revue d'Histoire, créée en 2002 pour succéder à Enquête sur l'Histoire, disparue 2 ans plus tôt, il oriente ses réflexions désormais vers la longue durée et s'efforce de penser la genèse de l'identité européenne et les destinées de notre civilisation à travers des ouvrages tels que Histoire et tradition des Européens, Le siècle de 1914 ou Le choc de l'histoire. Dominique n'était pas un historien académique et il n'a jamais prétendu l'être, mais son insatiable curiosité et l'ampleur du travail de documentation auquel il s'astreignait lui ont permis d'ouvrir des pistes de réflexion nouvelles et de porter un regard original sur la plupart des sujets qu'il a abordés. D'abord tourné vers l'histoire contemporaine, de la guerre de sécession aux années 40, en passant par la révolution russe ou ce qu'il a appelé le fascisme allemand ensuite, quand il a repris son épopée des corps francs, il a mesuré ensuite le poids de la longue durée en se tournant vers les sources gréco-romaines, celtiques ou germaniques de l'Europe. Il a ainsi trouvé chez Homère, on le sait, une œuvre fondatrice de la tradition européenne telle qu'il la ressentait et dans laquelle il se reconnaissait. Contre l'image largement admise d'une antiquité unissant l'Orient et la Méditerranée, il distinguait l'existence d'un monde boréen, l'expression est de lui, dont l'unité profonde, révélée par les études indo-européennes illustrées par Georges Dumézil, lui paraissait plus évidente. Il entretenait avec la culture antique, entendue comme allant du 2e millénaire avant Jésus-Christ, et je me souviens la séduction qu'avait opérée sur lui l'exposition L'Europe au temps d'Ulysse, il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc une antiquité allant du 2e millénaire avant Jésus-Christ au 4e siècle de notre ère. Il entretenait avec elle une proximité qu'il entretenait à travers ses contacts et ses échanges avec des esprits aussi éminents que Lucien Gerfagnon, Pierre Hadot et plus près de nous Yann Le Bohec ou Jean-Louis Voisin. Concernant le Moyen-Âge, il se reconnaissait tout à fait dans les analyses apportées par Jacques Herse à propos de cette séquence tout à fait artificielle, déterminée tardivement. Et au lieu de voir dans ce Moyen-Âge la période d'ombre, la période de régression que l'on identifie trop souvent un peu vite, eh bien, il y voyait au contraire la source, la genèse de notre Europe d'aujourd'hui, une Europe qui commençait après le réveil de l'an 1000, et en cela il s'inscrivait un petit peu dans la vision d'Oswald Spengler, même s'il ne partageait pas tous les points de vue de ce dernier, ceux formulés dans le déclin de l'Occident. Cette approche de la longue durée faisait qu'il inscrivait sa réflexion dans le cadre d'une civilisation européenne antérieure à l'affirmation des États nationaux et appelée éventuellement à leur survivre. Contre l'État administratif tel qu'il s'est imposé avec Richelieu et Louis XIV, ce cœur rebelle rêvait de ce qu'aurait pu être, à la manière du devoir de révolte qui s'exprimait dans les frondes nobiliaires, une société aristocratique maintenant les valeurs traditionnelles d'honneur et de service face à celles utilitaires portées par l'individualisme et par la bourgeoisie. Il mesurait enfin combien la rupture engendrée par les Lumières et la Révolution française avait conforté la modernité apparue en amont, au point de conduire aux impasses contemporaines et à la fin de cycle à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés.
Contre les lectures canoniques sottement engendrées par l'optimisme progressiste de ce que fut en réalité le sombre XXe siècle, il évaluait l'ampleur de la catastrophe survenue en 1914, point de départ de la suicidaire guerre de 30 ans européenne. Générateur du chaos que l'on sait et de l'effacement de ce qui avait constitué 5 siècles durant, pour reprendre le mot de Valéry, la partie précieuse de l'humanité, cet effondrement de la vieille Europe n'avait cependant, selon Dominique Vénère, rien de fatal. La part d'imprévu que recèle le cours de l'histoire, tout comme la volonté et le courage de générations capables de renouer avec leur identité, faisait, selon lui, que l'actuelle dormition de l'Europe, c'est un terme auquel il était très attaché, n'était pas dans le nouvel ordre du monde en train de s'établir, le prélude à sa disparition. Intimement pénétré de la dimension tragique de l'histoire, l'auteur du Cœur rebelle demeurait convaincu que les seuls combats perdus sont ceux que l'on refuse de livrer. Contre les prophètes ahuris d'une mondialisation heureuse qui vire au cauchemar, les nombreux signaux qui s'allument en Europe et en Russie montrent, en lui donnant raison, que l'avenir n'est écrit nulle part et que les idées et les sentiments qui se sont imposés depuis les années 60 sont en passe de rejoindre les poubelles de l'histoire. Attaché à sa liberté d'esprit et plaidant pour la lucidité nécessaire à l'historien, Dominique Vénère apparaît ainsi, 1 an après sa disparition, comme le visionnaire inspiré d'une renaissance européenne toujours incertaine, mais que l'on peut considérer aujourd'hui comme une alternative vitale au processus mortifère engagé depuis plus d'un demi-siècle. Merci Philippe. Pierre-Guillaume Deroux, c'est à vous, sur le Cœur rebelle. Chère Clotilde Vénère, cher Guillaume Vénère, chers amis, mesdames, messieurs, à quelques jours seulement du 21 mai, premier anniversaire de la disparition volontaire et ô combien symbolique de Dominique Vénère, j'ai tenu, en tant qu'éditeur, à célébrer ce moment tout particulier en rééditant, avec la très belle préface de Bruno de Sessol, l'un de ses livres les plus emblématiques, Le Cœur rebelle, qu'il publia en 1994 aux Belles Lettres et qui était épuisé depuis de très nombreuses années. En effet, sans ce livre qui se lit presque en contrepoint de son ouvrage posthume, Un samouraï d'Occident, le bréviaire des Insoumis, on ne peut pas tout à fait comprendre à quel degré Dominique Vénère avait développé le sens du destin, celui de son destin personnel, mais aussi celui du monde, au point de résistance si douloureux de la conviction personnelle, profondément intime, et des forces qui la dépassent sans cesse dans le dessin imprévisible de l'histoire. Le Cœur rebelle, bien avant le samouraï d'Occident, fournit une réflexion, un retour sur l'expérience vécue, et c'est alors la toute première de cet ordre. L'historien, âgé de 59 ans, dévisage le jeune soldat qu'il a été, engagé volontaire dans les forces de l'armée française dès ses 17 ans. Rien ne nous est dissimulé, ni l'amour que lui inspire une vie en dehors du monde, marquée par la discipline militaire, le goût du risque et la joie quasi mystique d'accomplir une mission plus précieuse que soi-même, ni non plus les atrocités de la guerre au gré des revirements politiques, dont le plus scandaleux, celui du général de Gaulle, un des leurs pourtant, n'engendrera pas dans les pages du Cœur rebelle les désordres de l'aveuglement suscité par la douleur. Car la part de la vie et la part de la mort s'accordent quasi parfaitement dans l'inachèvement des causes, violemment ressenties par Vénère le soldat, si dignement accepté et médité par Vénère le penseur. Continuer à se tenir droit, pouvoir être grand même quand on a rejoint le camp des perdants, de ceux qui sont tentés de croire qu'ils se sont battus pour rien. Voilà ce qu'accomplit admirablement le Cœur rebelle. Par-delà l'extrême lucidité de l'historien qui revient dans le temps sur les places perdues et détruites, mais aussi sur les plaies et les coups bas, sinon les crimes et les trahisons,
C'est toujours la même capacité à affronter la mort et l'erreur qui anime cet homme qui, après des années de guerre et d'action politique, choisit la paix de la réflexion portée à sa plus haute exigence. Prétendra-t-on pour autant que le jeune soldat se soit totalement effacé de la silhouette de l'historien qui est venu se pencher sur sa mort morale, sur le champ de bataille des illusions perdues après l'abandon de l'Algérie française? Le cœur rebelle, qui nous instruit de tous ces éveils progressifs à la vie qui vaut seul la peine d'être vécu, nous montre que l'enfant Dominique Vénère faisait déjà les mêmes rêves que le soldat et l'historien. Son aspiration à une vie idéale, élevée au rang d'un art, d'une esthétique de la rigueur et du sacrifice, s'épanouit au fil des premières lectures. À la solitude du Martin Eden de Jack London répond en écho le code d'honneur du prince Éric et de la bande des Hayaks. Au stoïcisme du petit Spartiate au renard, qui préfère se laisser dévorer vivant par l'animal qu'il a capturé et dissimule sous sa tunique plutôt que d'avouer son secret, correspond aussi le combat à mort pour la liberté du cavalier noir Samori face au colonel français Archinard, quelque part en 1891, à travers le Soudan. Plus tard, ces lectures, encore pleines de la fraîcheur des possibles, s'enrichiront de plus douloureuses, dont Les Réprouvés d'Ernst von Salomon ou La guerre civile d'Henri de Monterland. Ce n'est que tardivement que Dominique Vénère découvrira Barrès, Bernanos et Drieux-La Rochelle, et qu'il lira aussi Victor Serge et le De Gaulle du fil de l'épée. Plus tard, presque toujours trop tard, voici également ce que doit peser en conscience l'historien, mais aussi le soldat, lequel, en faisant acte de présence, marche presque à chaque pas à la rencontre de son ombre, dans la pleine lumière de la surexposition. Un gouffre temporel semble séparer dans le cœur rebelle ceux qui croyaient encore à l'Algérie française de ceux qui avaient déjà pris leur parti d'y renoncer. Hormis les indifférents et les cyniques qu'il dédaigne, Dominique Vénère ne peut s'empêcher de souligner l'exactitude du diagnostic politique à long terme qu'a émis le général de Gaulle. Mais la tragédie gît précisément dans le défaut de présence dont s'accompagne soudain cette prise de conscience du trop tard. Les moyens mis en œuvre pour faire place nette n'ont-ils pas provoqué des massacres et des désastres qui devaient être évités? De Gaulle, le visionnaire, semble avoir lâché en pleine nature De Gaulle, le soldat, qui jusque-là avait fait acte de présence ici et maintenant. Cette compréhension profonde et critique du général de Gaulle par Dominique Vénère révèle la profondeur d'une ressemblance bâtie sur le socle militaire et l'esprit de décision. Même capacité à saisir le long sommeil de l'histoire et ses issues brûlantes, même capacité à rejoindre le jour, le lieu et l'heure du non-retour, même capacité qui laisserait presque rêveur si De Gaulle n'avait pas brutalement renoncé à Vénère ainsi qu'à la France qu'il portait en lui, révoquant tout un univers, une manière de vivre, de penser et de sentir. Alors la question réelle que posait en définitive Dominique Vénère dans ce premier retour aux origines de la vraie vie, plein de l'ardeur aventurière qui vibre dans les livres de Malraux, la question véritable qu'il pose, presque à chaque instant, n'est-elle pas celle de la grandeur? Grandeur de la France, bien sûr, qui avançait sur le monde sa frontière africaine, gage de longévité et résistance tranquille, grandeur nature des géographies et des événements qu'on ne peut combattre sans une part d'erreur et d'inconnu, grandeur des hommes qui, en acceptant de donner leur vie pour leur nation, s'engager dans le dépassement de soi. N'était-ce pas cette grandeur qui fut pleinement éprouvée dans tous les sens du mot par Vénère le valeureux, au temps d'une jeunesse entraînée à tous les dangers? N'était-ce pas cette grandeur que regrette et commémora toujours secrètement Vénère l'historien, l'homme qui ne se résigna pas à quitter la scène du monde sans faire, à l'ultime seconde de sa vie, acte de présence.
Merci Pierre-Guillaume pour cette évocation. Une petite respiration avec un extrait d'entretien de Dominique Vénère. C'est pourquoi, à l'égard du christianisme, entre autres, j'ai personnellement une attitude ouverte. Le christianisme est une religion hybride, multiple, qui charrie toute espèce de tradition. À sa façon, le pape Benoît XVI l'a dit dans un domaine. Il l'a dit remarquablement lors de son discours de Ratisbonne en 2006, qui a été mal compris, qui a été interprété de façon stupide comme une attaque contre l'islam. Ce n'était pas ça du tout. C'était une réflexion qui correspondait tout à fait à ce qu'est cet homme, qui est à la fois un théologien et un philosophe, et qui a été profondément marqué par la philosophie grecque ancienne. Et ce qu'il observe, ce sont ces mots, ce qu'il observe, c'est que ces produits, dans ces premiers siècles du christianisme, une rencontre, et dit-il, qui nous crée des obligations entre le message évangélique ou hébraïque d'origine et la rencontre avec une tradition beaucoup plus ancienne qui est celle de la pensée grecque. Et il le dit de la façon la plus explicite qui soit, ce qui conclut très logiquement que dans notre tradition, la pensée grecque ancienne et première, c'est elle qui représente le fond de la tradition sur laquelle se sont greffées un certain nombre de choses, notamment la pensée chrétienne avec ses aspects multiples, puisqu'elle n'a pas cessé de changer. Et pour nous, qui sommes dans une période de chaos absolu, alors il est naturellement possible d'adopter une attitude simple, que je dirais gentiment bourgeoise et conservatrice, c'est-à-dire de s'en rapporter à ce qui apparemment existe, parce que cela procure des satisfactions. Mais ce qui existe est flou, car ce qui existe aujourd'hui n'était pas ce qui existait il y a 2 siècles. Ce que l'on appelle aujourd'hui le christianisme, c'est celui d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 2 siècles, qui était en contradiction à bien des égards avec celui d'aujourd'hui, notamment dans le domaine sexuel, etc., etc. Mais c'est satisfaisant, évidemment, de s'en rapporter à une grande institution, même si elle est malade, même si elle est en difficulté, qui est puissante et qui semble avoir traversé les âges. Mais on ne voit pas qu'elle a traversé les âges avec des modifications constantes. Bref, devant ce grand chaos général, le fond de ma pensée a consisté à nous en rapporter à nos origines propres, puisque nous avons des origines qui, elles, sont attestées, sur lesquelles nous disposons de textes qui ont une certaine clarté, et sur lesquels il est possible de créer une herméneutique vraiment éclairante. Il me paraît souhaitable, dans l'état de chaos et d'incertitude qui est le nôtre, tout en conservant, pour ceux qui sont attachés à leurs habitudes, à leurs conventions confessionnelles, etc. Je ne veux pas du tout modifier ces conventions. Mais je pense qu'il est très important d'apporter un plus, un complément, qui est celui de la connaissance de ce que nous sommes fondamentalement, et qui à ce moment-là devient vraiment un complément, et qui devient un plus sur lequel pouvoir s'appuyer pour construire l'avenir. Je laisse la place à Javier Portela. Chers amis, permettez-moi de vous poser tout d'abord une question un peu, disons, abrupte. Ne vous arrive-t-il pas que le désarroi vous frappe parfois? Moi, si, ça m'arrive. À force de toujours nager à contre-courant,
À force de toujours aller à l'encontre de l'air du temps, le découragement finit parfois par faire acte de présence. C'est alors que la principale leçon fournie par Dominique Vénère nous vient à la rescousse. C'est alors que s'allume cette lueur d'espoir qui se déploie, paradoxalement, au sein de la critique la plus impitoyable contre la dégénérescence de notre temps. En quoi consiste cette dégénérescence? Elle consiste dans l'effondrement de 3 piliers qui ont fait la force et la grandeur de notre civilisation. La nature comme socle, l'excellence comme objectif, la beauté comme horizon, nous rappelle Dominique. Il suffit d'évoquer ces 3 grands piliers pour savoir que ni la nature, ni la beauté, ni l'excellence ne soutiennent plus notre maison, ne constituent plus la clé de voûte de notre monde. On dirait qu'ils se sont tout simplement effondrés. Effondrés, disparus, anéantis? Non, répond Dominique Vénère. Les grands piliers du monde semblent certes effondrés, mais ils ne sont qu'endormis. Tout comme à l'occasion d'autres moments sombres de notre histoire, nos principes fondateurs sont tombés en état de dormition. Ce qui revient à dire, ils peuvent se réveiller un jour. Pourquoi le peuvent-ils? Parce que ce qui est frappé de léthargie, ce sont les archétypes, les racines mêmes de notre civilisation, c'est-à-dire de notre tradition. Et la tradition, telle que je l'entends, souligne Dominique Vénère, en infligeant par ailleurs un camouflet cinglant à toute la pensée traditionnaliste, toute la pensée réactionnaire, la tradition telle que je l'entends, dit-il, n'est pas le passé, mais au contraire, ce qui ne passe pas et qui revient toujours sous des formes différentes. Elle désigne l'essence d'une civilisation sur la très longue durée. Fin de citation. C'est pourquoi nos racines, poursuit-il, sont pratiquement indestructibles tant qu'elles n'ont pas disparu, comme les Mayas, les Aztèques ou les Incas disparurent un jour, le peuple qui en était la matrice. Sauf si une telle hécatombe venait à se produire, la possibilité reste donc ouverte que nos principes, aujourd'hui éteints, se rallument, sous des modalités bien sûr différentes, un jour. Mais de quoi dépend un tel jour? Voilà la question. Eh bien, en un sens, il ne dépend de rien. Il ne dépend de rien parce que l'imprévisible, l'indéterminé, se trouve inscrit, explique Dominique Vénère en fournissant 1000 exemples concrets, dans le cœur même de l'histoire. L'imprévisible, ce qui surgit sans cause ni raison, ce que rien ne détermine, voilà qui reçut jadis un nom, le destin, le sort. Cette force déroutante, mystérieuse, à laquelle les dieux eux-mêmes sont soumis, le sort, nous sera-t-il un jour favorable? Nous n'en savons rien. Cela n'est pas entre nos mains. Et pourtant, cela aussi est, en un sens, entre nos mains. Contrairement à ce que la modernité croit, la volonté des hommes, certes, n'est pas toute puissante, mais le destin non plus. Il a besoin de notre aide. Nous dépendons de lui, mais le destin aussi dépend de nous. Sans notre engagement décidé, sans notre lutte vaillante, jamais le sort ne pourrait nous être favorable. Interrogeons-nous donc sur notre lutte. Sommes-nous en train de faire suffisamment bien les choses? Sommes-nous à la hauteur du grand défi
qui nous a échus, placés que nous sommes à la grande croisée de chemin entre deux époques, dont l'importance, affirmait Ernst Jünger, correspond à peu près au passage de l'âge de pierre à l'âge de métaux. Quels temps étranges finalement les nôtres. Le besoin de leur changement s'est fait sentir de plus en plus fort. Le malaise grandit, ces malaises qui traversent nos existences plates, mornes, privées de tout souffle supérieur, vouées à seulement travailler et crever. Mais si une telle détresse est bien là, elle est sourde, muette, insaisissable. Son désarroi ne se manifeste, ne se concrétise en rien. Soyons lucides, aucune véritable alternative ne s'élève aujourd'hui même à notre horizon. Un seul courant connaît, c'est vrai, une certaine vigueur, les mouvements identitaires. Mais sa dénonciation du grand remplacement entrepris par nos oligarchies reste un refus, un rejet, une dénonciation seulement négative. Si l'immigration de peuplement venait à disparaître un jour, ce jour-là, les mouvements identitaires disparaîtraient du même coup. Aucun véritable projet historique, aucun oui ne pointe en dessous du non-identitaire. Et on pourrait d'ailleurs dire la même chose, toute différence faite à propos du non-écologique. Pourquoi aucun oui ne s'élève en dessous du grand désarçonnement contemporain? Ce ne sont pourtant ni les idées ni les analyses qui manquent. Elles sont là et leur qualité est remarquable. Elles sont là depuis plus de 40 ans, depuis que Dominique Vénère, justement, fut l'un des premiers à comprendre, avec d'autres, qu'il fallait passer de l'action directe dans la rue à l'action immédiate dans les esprits. Le problème, voyez-vous, c'est qu'on n'agit pas sur les esprits à l'aide essentiellement d'idées et de théories, ce truc intellectuel. On n'agit pas non plus sur les esprits au moyen de dénonciations dépourvues d'une alternative visible, imaginable. On agit sur les esprits à l'aide surtout d'images positives, pleines de contenu, rayonnantes d'espoir. Des images qui parlent au cœur et frappent l'imagination. Des images qui façonnent tout un projet historique, encourageant, passionnant. Avons-nous quelque chose de tel? Avons-nous une véritable image, un véritable projet du monde dont nous rêvons? Disons-le autrement. Avons-nous une réponse aux deux grandes questions, sans répondre auxquelles rien ne pourra jamais changer? Première question. Il s'agit d'en finir avec le capitalisme. C'est entendu. Mais qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Contrairement à ce que cela signifie pour la folie communiste, finir avec le capitalisme ne veut nullement dire liquider la propriété ni abolir l'inégalité. Finir avec le capitalisme veut dire, d'une part, réduire les injustices, limiter les inégalités. Et cela veut dire, d'autre part, faire en sorte que le marché, l'argent et le travail ne soient plus la clé de voûte supposée charpenter le monde. Bien. Mais comment y parvenir? Y parvient-on en convainquant les gens de se donner d'autres horizons et de lâcher spontanément ce qui paraît être leur penchant naturel pour la matérialité de la vie? Y parvient-on en faisant que la société civile, comme on appelle cette négation manifeste du politique, quitte d'elle-même, toute seule, les chemins qui nous ont menés au bord de l'abîme?
Ou par contre, y parvient-on à travers une lutte acharnée, en ouvrant des voies et en dressant des digues, en créant donc des institutions publiques, politiques, mais lesquelles, qui mènent nos pas par des chemins tout à fait différents? Deuxième question, ou plutôt deuxième avalanche de questions. Rien n'est vrai, tout est permis, disait Nietzsche. Rien ne nous offre la garantie, elle était bien fausse, mais tellement fonctionnelle, la garantie qui, dans le monde de la religion révélée, nous assurait du vrai et du bien. C'est elle qui a disparu. Le fondement prétendument sans faille, inentamé du vrai et du bien, voilà qui s'est effondré et voilà qui ne reviendra plus. Ce n'est pas d'un état de dormition qu'il s'agit ici. Nous voilà donc voués à l'incertain, à l'imprévu, au destin en somme. C'est là notre grandeur, celle des hommes libres. Mais c'est là aussi notre malheur, celui des hommes incapables d'assumer une telle liberté. Car si aucune vérité avec majuscule ne soutient plus le monde, tout est-il donc permis? Non, il ne l'est ni ne peut l'être, sinon tout s'écroulerait. Tout s'écroule en effet. Car il semble bien comme si tout était permis, tout c'est vaut, tout c'est vôtre, tout patauge dans l'indistinction généralisée. Là où les laits, il suffit d'entrer dans n'importe quelle galerie dite d'art contemporain, semblent ne plus s'opposer au beau. Là où les vulgaires semblent ne plus se distinguer de l'excellent, tout comme les faux du véritable. Là où même l'idéologie du genre prétend que être homme, ce serait la même chose que d'être femme. Tout devient indifférent dans la mesure même où tout devient discutable, contestable, dans la mesure même, en un mot, où tout ne relève que de l'opinion. De cette opinion que la liberté dite justement d'opinion permet, en droit, d'exprimer sans entrave ni limite. Faudrait-il donc, voilà où je voulais en arriver, faudrait-il donc introduire des entraves en vue d'empêcher une telle dégénérescence? On connaît la réponse affirmative que les fascismes ont donnée à une telle question. Mais si on rejette cette réponse, si on refuse un remède qui finit par devenir pire que la maladie, comment fait-on pour ne plus patauger dans la mare du nihilisme où tout se vaut et rien n'importe? Aucune société ne peut exister sans être assise sur un noyau incontournable de vérité. Comment concilier, voilà la question, comment concilier un tel noyau avec l'exigence tout aussi incontournable de liberté? Comment éviter aussi bien les vacuités démocratiques que les dérives totalitaires? Comment imaginer la vie politique, le contrôle du pouvoir, la réalisation d'une démocratie qui ne soit ni un alibi des oligarchies, ni une machine vide et démagogique? Comment imaginer, par exemple, le fonctionnement ou la disparition, mais alors remplacé par quoi? De ces monstres que sont devenus les partis politiques. De telles questions, Dominique Venère ne les a pas posées explicitement, mais toute sa pensée nous y conduit. Nous interroger dans leur sillage, c'est le meilleur, le plus fervent hommage que l'on puisse rendre à celui qui s'est immolé, tout comme fait pour que la vérité resplendisse. Je vous remercie. Merci Javier. Comme je l'évoquais en introduction, Dominique Venère a souhaité que soit créé l'Institut de la longue mémoire européenne.
À sa demande, il constitua un collège des fondateurs composé de Bernard Lugan, Philippe Conrad, Jean-Yves Le Gallou et votre serviteur. L'objectif de cet institut en construction est simple et clair, la transmission de la mémoire européenne. Dominique Vénère avait deux préoccupations historiques principales, le grand remplacement de population et le grand effacement de notre histoire, de nos traditions. Et c'est le grand effacement qui permet précisément le grand remplacement. De même que c'est le maintien, au-delà du substrat biologique de notre peuple, de la mémoire européenne qui permettra aux Européens de sortir de leur dormition. Il laissait transparaître cette intuition dans ses écrits, je le cite. Le but de ces écrits est celui de la NRH, exprimé notamment dans divers éditoriaux et dans les articles de ma main, parfois publiés sous pseudonyme, a été d'édifier les fondements granitiques de notre citadelle intérieure, autrement dit, de notre identité consciente. Les fondements de celle-ci sont présents dans notre tradition endormie. Notre mission est d'en être les éveilleurs et les refondateurs pour le retour à nos sources authentiques. Notre mission est donc de perpétuer ce que nous avons entrepris sous la forme d'une institution capable de transmettre notre tradition retrouvée et de durer au-delà de nos personnes périssables. Il faut donc, et cet institut y participera avec la plus grande énergie, donner aux Français et aux autres Européens des repères leur permettant de s'inscrire dans une perspective anthropologique, dévoiler leurs racines, et utiliser l'histoire, politique, militaire, philosophique, artistique, comme illustration des valeurs auxquelles nous accordons le plus d'importance. Se former, former des formateurs, expliquer, maintenir et défendre le socle d'idées qui charpente toute l'œuvre de Dominique Vénère et qui est ni plus ni moins que le bon sens et le courage que nous devons tous avoir pour relever notre civilisation. Donner des outils et des moyens aux jeunes gens qui souhaitent s'engager dans le combat des idées ou le combat politique. Donner des outils et des moyens aux parents qui sont en charge de l'éducation de leurs enfants. Valoriser notre patrimoine historique, nos traditions, nos mythes. Les sortir des musées et les rendre vivants. Qu'ils s'incarnent dans la fougue de la jeunesse. Cependant, l'histoire est ouverte, et m'a rappelé Dominique Vénère, l'Institut et ses modes d'action aussi, d'une certaine façon. Toutes les énergies sont les bienvenues pour le développer. Je vais laisser la parole à Carlo Mano Adinolfi. Merci de l'applaudir. Il sera traduit par Sébastien. Fino al 21 maggio dell'anno scorso, Dominique Vénère non era molto noto ai più giovani militanti italiani. I suoi unici due libri editi in Italia, infatti, Balticum e Bianco Sole dei Vinti, per anni sono stati rari se non addirittura introvabili. Quegli unici due libri avevano però reso noto Vénère tra i vecchi della generazione degli anni 70. Soprattutto Balticum è stato da loro molto amato, raccontando la tragedia ma anche l'epos di generazioni diverse, tra giovanissimi e vecchi reduci, che si sono unite in un popolo in armi per difendere ciò che sembrava indifendibile, per continuare una guerra che tutti ritenevano perduta. Jusqu'au 21 dernier, Dominique Vénère n'était pas très connu des jeunes militants italiens. Ses deux seuls livres publiés en Italie, Balticum et Le Soleil blanc des vaincus, sont très rares, voire impossibles à trouver depuis plusieurs années. Ce sont en tout cas les deux livres qui ont fait connaître Vénère à la génération des anciens, ceux des années 70. Balticum, tout particulièrement, était très aimé par eux. Ils étaient touchés par cette tragédie épique mêlant différentes générations, jeunes et vétérans, joints à un peuple en armes pour défendre ce qui semblait déjà perdu, pour continuer une guerre que tout le monde pensait perdue. E Vénère aveva raccontato questa epopea sì da storico, ma con quel pathos unico di chi la guerra e il sangue li ha conosciuti davvero, cosa che ha creato nell'immediato un legame spirituale con chi, in quegli anni, versava il proprio sangue in una guerra civile. Et dans son ouvrage, Vénère racontait cette histoire sous l'angle de l'épopée historique, oui, mais avec la fougue et la sensibilité de la guerre et du sang, qui seuls peuvent avoir ceux qui les ont vraiment connus. Ce livre ne pouvait donc que créer un lien spirituel immédiat avec ceux qui, dans les années 70, ont versé leur sang dans une guerre civile.
Dopo il 21 maggio tutto è cambiato. Giovanissimi militanti del blocco studentesco hanno cominciato a chiedere, a informarsi, a cercare i libri introvabili. C'è persino chi ha cercato di affrontare lo scoglio di una lingua straniera pur di poter conoscere meglio Venner. Mais après le 21 mai, tout a changé. Les jeunes militants du Bloco Studentesco ont commencé à se renseigner, à questionner, pour en savoir davantage sur cet homme qui venait de faire le sacrifice ultime. Ils se sont mis à la recherche de livres inaccessibles. Il y a même ceux qui ont cherché à dépasser l'obstacle de la langue étrangère afin de tenter d'apprendre davantage sur Venner. È bastato il solo gesto per cambiare tutto, per far immediatamente riconoscere lo storico francese come uno dei propri, ma soprattutto come un nume tutelare, uno spirito che si va ad aggiungere alle schiere dei caduti che indicano la via. Il aura suffi ce geste tragique pour tout changer, pour que ces jeunes militants reconnaissent immédiatement l'historien français comme un des leurs, mais surtout comme une figure tutélaire, un esprit qui va rejoindre les rangs de ceux qui sont tombés pour indiquer le chemin. Può sembrare strano, irrazionale, eppure per chi conosce vive un certo spirito è del tutto naturale e facile da spiegare. Il gesto è stato da subito riconosciuto per ciò che è, un sacrificio, nel senso letterale ed etimologico del termine, ovvero quello di rendere sacro, un rito a tutti gli effetti, volto a riportare lo sguardo e la presenza del divino nell'umano. Ce qui peut sembler étrange, irrationnel même, pour ceux qui pensent et vivent dans un esprit bourgeois, est en fait tout naturel et facile à expliquer. Le geste de Dominique Venner a été immédiatement reconnu pour ce qu'il est, un sacrifice au sens étymologique du terme, qui est de rendre sacré, un rituel visant à rendre visible la présence du divin dans l'humain. La stessa ritualità del gesto e il titolo del testamento di Venner, Samurai d'Occidente, non possono poi che far pensare ad un rito similare, quello del seppuku, e la memoria di tutti è andata al gesto estremo di Yukio Mishima, in cui il guerriero offre spontaneamente la vita davanti agli dei e agli antenati come atto di purificazione non dai peccati commessi, ma per rendere puro e solido il cammino che altri dovranno percorrere seguendo l'esempio. Un geste et un rituel accompli au nom de la volonté qui ne peut que nous faire penser à un rite semblable, celui de seppuku de Yukio Mishima, au cours duquel le guerrier japonais, qui a lutté durant toute son existence, offre sa vie devant les dieux et les ancêtres comme un acte de purification, non pour ses péchés, et pour rendre pur et solide le chemin que les autres devront suivre en suivant son exemple. Ma soprattutto la memoria di chi ha avuto notizia di quel gesto è andata a un altro rituale, quello utilizzato arcaicamente dai samurai d'Occidente per eccellenza, i romani. Si tratta della devozio, il sacrificio rituale che il comandante dell'esercito faceva offrendo la propria vita agli dei mani per far ottenere la vittoria al suo esercito e alla sua stirpe. Mais surtout, ceux qui, en Italie, ont entendu parler du geste de Dominique Venner, ont pensé à un autre rituel, celui accompli par les archaïques samouraïs d'Occident par excellence, que sont les Romains. Il s'agit de la dévotion, le sacrifice rituel durant lequel le commandant de l'armée donnait sa propre vie au Dieu pour obtenir la victoire de son armée et de ses descendants. Un sacrificio che permetteva agli dei di tornare al fianco del popolo e che faceva sì che chi era in armi, testimone dell'atto del comandante, potesse risvegliare e dominare il furor bellis per vincere la guerra, che come tale è sacra. E a Roma fanno pensare anche le parole stesse di Venner che spiegano il gesto. Offro la mia vita con intento di fondazione. Un sacrifice qui permettait aux dieux de venir aux côtés du peuple et signifiait que ceux qui portaient les armes, témoins de l'acte du chef, pouvaient réveiller et dominer les fureurs bellicistes pour remporter la guerre, qui comme telle est sacrée. À cette évocation de Rome répondent en écho les paroles mêmes de Venner expliquant son geste. Je donne ma vie dans une volonté de fondation. Il sacrificio non viene attuato solo per essere d'esempio a chi testimonia, è un'azione che crea degli effetti vivi e palpabili, perché attua una fondazione, un'origine, sacra, la base di qualcosa che per forza di cose dovrà nascere e crescere. Le sacrifice n'est donc pas mis en œuvre seulement pour être un témoignage. C'est une action qui crée des effets vivants et palpables. C'est un acte de fondation, une base sacrée sur laquelle les choses vont inévitablement croître. Proprio come Roma, la città eterna fondata da Romolo attraverso il sacrificio del sangue di una parte di se stesso, Remo. E la città è eterna proprio perché il rito, il sacrificio, la fondazione come origine trascendono il tempo e collega tramite una comunione sacra gli antenati con gli spiriti della propria gente. Tout comme Rome, la ville éternelle qui a été fondée par Romulus, par le sacrifice et le sang d'une partie de lui-même, Rémus.
Et la ville est éternelle parce que le rituel, le sacrifice, la fondation en tant que source transcende le temps e si connette via in communion sacrée avec les esprits des ancêtres. Il medesimo principio che è espresso da Venner durante il suo gesto. Scelgo un luogo altamente simbolico, la cattedrale di Notre Dame di Paris, che rispetto ed ammiro, che fu edificata dal genio dei miei antenati su dei luoghi di culto più antichi che richiamano le nostre origini immemoriali. Le même principe que celui exprimé par Venner avant son acte quand il écrit « J'ai choisi un lieu hautement symbolique, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, que je respecte et admire, qui a été construite par le génie de mes ancêtres sur des lieux de culte plus anciens qui rejoignent nos origini immémoriales. » Per tutti questi motivi in Italia è molto importante testimoniare la memoria di Dominique Venner. È per questo che abbiamo promesso e ci siamo impegnati a tradurre e pubblicare tutti i libri che purtroppo in Italia sono ancora inediti. C'est la raison pour laquelle en Italie nous avons décidé de maintenir une promesse, celle de se souvenir du geste de Dominique Venner et de s'assurer la traduction évidemment de l'ensemble des ouvrages de Dominique Venner. Il 21 maggio prossimo, a un anno di distanza dal suo gesto, faremo una conferenza proprio a Casa Pound, avendo Fabrice come ospite. E quella notte stessa, in tutta Italia, verranno attaccati degli striscioni in onore della memoria di Dominique Venner. Dès mercredi à Casa Pound, à Rome, nous organisons une conférence avec Fabrice. Et la nuit de mercredi, tout comme l'année dernière, des banderoles pour honorer Dominique Venner seront mise a travers tutta l'Italia. Tutto questo per noi è un atto più che politico, è fondamentale, perché come dice la nostra canzone, è la voce dei caduti che ci invita alla vita. Il s'agit évidemment d'un acte plus que politique, pour nous c'est fondamental, car c'est la voix de ceux qui sont tombés qui nous indique la route. Double merci. Merci du 21 mai 2013 et le merci de ce 17 mai et le merci d'organiser un colloque pour ce 21 mai 2014 à Rome. J'ai été impressionné l'année dernière, au lendemain du sacrifice de Dominique, de votre réaction, qui nous a peut-être aussi un peu donné des leçons. Enfin, je le prends comme ça. Et quand vous nous avez demandé de faire quelque chose ce 21 mai 2014, j'ai forcément répondu oui. Et donc c'est un honneur que de passer ce 21 mai avec vous et de ne pas le faire avec certains de mes amis à Notre-Dame, mais de le faire avec Gérard Romain. Une petite respiration avec un entretien. Ils réagissent sentimentalement, ils réagissent par leurs sentiments, et ils réagissent avec violence. Et ils vont exprimer leurs sentiments de dégoût et de révolte avec violence, mais sans réflexion, le plus souvent. C'est ça ce que l'on appelle la droite extrême. C'est la droite des sentiments, que l'on comprend. Et on comprend souvent ces sentiments. L'expression est parfois peut être ridicule, peut être tout à fait négative. À cela, on peut opposer, qu'on peut appeler la droite radicale, qui est tout à fait autre chose, qui, elle, raisonne, fait appel au raisonnement, fait appel à la rationalité, et fait appel à la découverte de l'explication fondamentale des phénomènes, des choses. Et n'implique, s'efforce même de mettre de côté la sentimentalité, de rester froid par rapport à tout ce qui peut susciter l'aversion, la colère, l'indignation, etc. Non. Droite radicale, quand il y en a, pas très nombreux, ce sont des gens qui s'efforcent à la rationalité, à la compréhension profonde.
et qui s'appuie notamment sur l'histoire, qui est un maître incomparable pour comprendre ce qui nous arrive, mais au-delà, pour comprendre la vie. C'est un maître de réflexion, l'histoire, illimité, infiniment plus que la philosophie pure, même si elle peut s'appuyer sur des instruments de la philosophie que sont par exemple les concepts, qui sont indispensables pour raisonner, mais celui qui est imprégné d'histoire n'abandonne pas les concepts dans leur univers fermé. Il ne se fait pas plaisir en jouant avec les contextes. Il les utilise comme instruments qui sont indispensables, mais au service d'une pensée construite. Et la pensée se construit par l'observation de l'histoire, puisque nous sommes plongés dedans, et parce que nous en sommes des acteurs, et parce que nous voulons une histoire différente. Voilà, je crois que c'est un élément important qu'il faut dire. Nous sommes dans la philosophie d'ailleurs, en faisant cette distinction entre droite extrême et droite radicale, car nous utilisons des concepts, nous leur donnons un contenu rationnel à un comportement qui ne l'est pas. Mais au-delà de ce qui est la politique et du rôle très important qui est le sien, qui est double, en disant les choses rapidement, c'est d'abord l'instance du pouvoir, donc qui peut intervenir en certaines circonstances, et qui peut être décisif, qui peut décider d'orientation, de décision, d'orientation d'une société, d'orientation d'une politique, de l'avenir, de l'histoire elle-même. Par ailleurs, participer au combat politique est infiniment formateur, c'est une grande formation. Même si on s'en dégage par la suite, c'est une formation qui n'a pas d'équivalent, je crois, parce qu'elle implique la totalité de l'être. Elle vous fait participer entièrement, elle peut vous broyer d'ailleurs, et bien d'innombrables militants ou acteurs ont été broyés parce qu'ils n'avaient pas les ressorts qui leur permettaient de faire face, de se libérer à temps, ou de prendre de recul, la hauteur, etc. Donc la fonction de la politique, sens noble, ou moins, est indispensable à bien des égards. Mais ce n'est pas le tout. La politique est au service de quelque chose qui est plus grand et qui est plus haut, qui est ce que nous servons, c'est-à-dire l'Europe en tant que civilisation qui est en danger de mort, mais qui est aussi en phase de réveil et de renaissance. Et cette phase de réveil et de renaissance, habituellement, n'est pas vue. On voit très bien la décadence, on voit très bien l'aspect morbide, il est étalé en permanence, on voit mal, on distingue de mal les aspects renaissants, qui pourtant existent, là aussi, de maintes façons. Et puis ils existent parce que nous voulons qu'ils existent. Ce que nous portons en nous est créateur, il est porteur d'avenir, il est porteur d'imagination, pour reprendre une discussion que nous avions avec Philippe Millot. L'homme a à sa disposition tout à la fois une faculté d'imagination qui est sans limite, qui parfois peut être catastrophique, et il a de la volonté. C'est l'association des deux qui devient d'une puissance extrême devant laquelle rien ne peut résister. Et ce que nous faisons, nous créons de l'imagination. Nous créons l'imagination de ce que nous sommes. Nous disons ce qu'est l'Europe. Nous disons ce que sont nos origines. Nous disons ce qui nous fonde. Nous disons ce que nous avons de particulier dans l'existence, dans la vie, par rapport aux autres civilisations.
Et ça, c'est fondamental. Et pour le faire, nous sommes des reconstructeurs du passé, nous sommes des reconstructeurs de l'Antiquité européenne. L'Antiquité européenne dormait dans les bras généreux, mais un peu étroits de l'université. Nous l'en faisons sortir pour en faire quelque chose de neuf, pour en faire une matière vivante, une matière reconstruite. C'est toute une partie de ce que nous avons entrepris de différentes façons, notamment dans la Nouvelle Revue d'Histoire, mais dans des livres comme Histoire et Tradition européens ou d'autres. Il nous disait que dans les écoles de sciences politiques, il faudrait imposer deux choses, écouter Vénère et faire des cours d'escrime pour régler les problèmes. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole sur les spectacles. Clotilde, Guillaume, mesdames, messieurs, mes chers camarades. Dès la décennie 1960, Dominique Vénère avait compris trois choses qui sont essentielles. 1. L'excès d'intellectualisme est source de divisions artificielles. 2. Les controverses du présent divisent. Et 3. Les solutions proposées par la vieille droite ne sont pas en mesure de répondre aux défis mortels qui menacent nos peuples européens. Donc 3 constats qui sont fondamentaux. Pour lui, il était donc nécessaire d'ancrer la réflexion sur la roche-mère, sur la roche en place. Et c'est pour cela qu'il fit ce bond de plusieurs millénaires en arrière afin de retrouver la matrice commune, d'où son constant recours à Homère, d'où son constant retour à la Grèce mère. Cependant, la démarche de Dominique Vénère n'était pas une démarche synonyme de repli dans une tour d'ivoire. Ce n'était pas la volonté de recueil dans un billet cabinet, pas du tout. Et il a bien expliqué. Je cite une phrase qui est superbe, qu'il a donnée à une excellente revue, qui s'appelle « Réfléchir et agir », un entretien il y a 3 ans déjà. Je le cite. « Je crois au bienfait d'une pensée radicale. En dépit de tous ses travers, elle favorise le dynamisme de la pensée. Je crois également au bienfait formateur de tout militantisme radical. » Dominique vient de nous le dire à l'instant. Sans cette expérience excitante et cruelle, jamais je ne serais devenu l'historien méditatif que je suis devenu. Mais là encore, méditatif ne veut pas dire replier, ne veut pas dire émigrer de l'intérieur, ne veut pas dire exilé. Là encore, il l'a bien expliqué. Et je vais vous lire cette phrase, cette citation essentielle du cœur rebelle. Comment peut-on être rebelle aujourd'hui? Je me demande surtout comment on ne pourrait pas l'être. Exister, c'est combattre. Combattre ce qui nous dit. Être rebelle, ce n'est pas collectionner les livres impies, rêver de complots fantasmagoriques ou de maquis dans les scènes. C'est être à soi-même sa propre norme. S'en tenir à soi, quoi qu'il en coûte. Veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse. Préférer se mettre tout le monde à dos que se mettre à plat ventre. Pratiquer aussi encore clair et sans vergogne le droit de prise. Piller dans l'époque tout ce que l'on peut convertir à sa norme sans s'arrêter sur les apparences. Dans les revers, ne jamais se poser la question de l'inutilité d'un combat perdu. Et à travers cette très forte citation, nous retrouvons ce qui pour moi est un des livres majeurs de Dominique, et notre camarade italien en a parlé tout à l'heure. Il s'agit de Balticum, livre qu'il publia en 1974, petite décennie
après son retrait de la vie militante. Et à l'approche de cet anniversaire, à l'approche de l'anniversaire de son sacrifice, j'ai ouvert Baltikum et j'ai retrouvé cette citation particulièrement éclairante, cette dédicace particulièrement éclairante qu'il me fit. Je vais vous la lire car elle est porteuse de bien des sens. Pour Bernard Hulot, au porteur maudit de force créatrice. Au porteur maudit de force créatrice. Que voulait dire Dominique Vénère à travers ces mots d'une grande puissance, d'une grande force? Bien, il voulait nous dire qu'à travers l'épopée des corps francs, il envoyait un message. Il envoyait un message qui est un message d'optimisme, car il nous montrait que quand tout est perdu, quand tout se dilute, quand tout part à volo, comme aujourd'hui, rien n'est perdu, car il reste toujours le germe d'ordre au sein du chaos. Et ce germe d'ordre au sein du chaos se retrouve dans l'épopée de Baltikum. Alors, Jacques-Benoît Méchain l'avait évoqué dans son tome 1 de l'histoire de l'armée allemande. Il avait évoqué d'une manière très intéressante. Et nous allons voir que Dominique Vénère a donné un autre sens. Je vous donne une citation de Benoît Méchain. Lorsque l'armée impériale s'était volatilisée dans cette fournaise chauffée à blanc qu'était l'Allemagne révolutionnaire, les corps francs s'étaient constitués spontanément autour de quelques chefs résolus. Ils avaient pris eux-mêmes l'initiative de l'action, décidés à périr plutôt que de subir. Enfin, Dominique l'a beaucoup plus loin. Dominique a montré que parmi ces hommes, parmi ce corps d'officiers de l'armée allemande, ce corps d'officiers qui sortait des orages d'acier, il montré qu'il y avait deux catégories d'hommes. Ces officiers rentrés du front, ils se virent confrontés au bolchevisme, à l'anarchie. Ils se virent confrontés à l'effondrement d'un monde. Tous partageaient les mêmes idées. Tous avaient la même aversion de la situation. Tous sortaient du même moule. Tous avaient reçu la même formation. Tous avaient traversé les mêmes épreuves. Je répète, tous avaient connu les orages d'acier. Oui, mais ce qui distinguait l'immense majorité qui ne ravia pas les corps francs de ces porteurs maudits de force créatrice, eh bien, ce fut une différence non pas d'idéologie, mais de tempérament. Les premiers avaient été mus par l'esprit bourgeois. Vous savez, cet esprit qui n'est jamais auteur de l'histoire. Au mieux, les meilleurs parmi eux peuvent être des suivistes, mais des suivistes dont la fiabilité est toujours un peu volage. Les seconds, c'était des républicains. Les seconds, c'était les modernes commandotiers, les rebelles, les porteurs maudits des forces créatrices. À ces derniers, il ne manqua pas grand-chose. Il ne manqua que l'imprévu dans l'histoire, ou l'imprévu de l'histoire, pour être victorieux, pour être vainqueur. En écrivant leur épopée, Dominique Vénère a montré qu'il existe un recours ultime. Quand l'autorité s'est délitée, quand les repères sont perdus, quand le plus grand nombre désespère, quand certains se laissent aller à des sentiments morbides, voyant dans la défaite une punition divine, mais c'est alors que le germe d'ordre au sein du chaos agit. C'est alors que se lèvent de petits groupes soudés. De petits groupes qui créent leurs propres règles, comme Dominique nous l'a dit tout à l'heure, qui créent leurs propres règles autour de leur propre drapeau. Des petits groupes rassemblés autour d'un chef qui sera une figure de proue, un chef qui sera allié éthique
et j'allais dire peut-être également autant un peu plus esthétique. Mais tous sachant qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont et ce qu'ils veulent. Et voilà ce que l'esprit profond. C'est cet esprit éminemment rebelle qui est l'esprit de Dominique Vénère. Porté par lui, il est mort en rebelle, il est mort en insoumis, mais il nous a transmis les principes fondamentaux de la triade homérique. La nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Dominique Vénère, présent. En ce moment en Europe, c'est le danger de la disparition, évidemment, de nos civilisations, soit parce que, par des décisions politiques criminelles qui sont celles des hommes politiques d'aujourd'hui, il y a eu volonté de détruire par introduction de populations massives qui portent en elles une autre civilisation, d'autres religions, mais une autre civilisation, d'autres comportements qui n'ont rien de commun avec les nôtres. Il est très possible, naturellement, d'assimiler à titre individuel une personne qui vient d'une origine absolument différente. Mais on ne peut pas assimiler un peuple. Ça n'est pas possible. Un peuple qui est sur notre territoire, avec sa civilisation, avec ses mœurs, avec sa religion, ses coutumes, ses comportements, eh bien, il s'impose comme peuple. Même s'il n'a pas des armes pour le moment, il n'empêche qu'il occupe le territoire, il influence même autour de lui des Européens jeunes qui sont faibles, qui sont démunis, qui ne savent pas ce qu'ils sont, et progressivement, ils détruisent donc l'essentiel de ce qui fait l'humus vital de notre civilisation. Ça, c'est une des questions majeures de l'avenir, mais devant lesquelles nous constatons dès maintenant des réactions venant d'horizons absolument différents, que ce soit en France, en Allemagne ou dans bien d'autres pays européens. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je crois, j'ai une position, on dit souvent, Dominique Vénère est optimiste. Non, je ne suis pas optimiste. Ou si, j'ai un optimisme historique, je ne suis pas un optimiste de bébête en disant « Ah, tout s'arrange ». Non, je n'y crois pas. Il y a un tas de choses qui peuvent ne pas s'arranger, qui au contraire ne peuvent qu'aller de mal en pis. En revanche, il y a des raisons pour lesquelles, oui, il est possible de sortir de cet état de décadence, ça je le crois vraiment. Je crois d'abord que, par analyse historique, il y a des raisons qui nous ont conduits à ça. Lorsque ces raisons s'arrêteront, et elles peuvent s'arrêter, nous vivons dans un monde qui bouge, qui change, nous avons des adversaires, ces adversaires sont affaiblis, ces adversaires n'auront pas toujours nécessairement le pouvoir de peser sur nous. Et nous pourrons, je crois, dans l'avenir, pouvoir peser nous-mêmes sur nos propres destinées. Et je suis convaincu que dans les jeunes générations qui arrivent ou qui arriveront, se dégageront de plus en plus des garçons et des filles qui ne seront pas marqués par ce qui actuellement nous écrase, mais qui seront libérés de ça et à qui nous aurons apporté une autre imagination, un autre récit, une autre vision des choses et auxquels eux apporteront leur volonté. J'allais justement vous inviter à le faire, puisqu'il s'agit du dernier entretien que nous avons conduit, chargé de bon sens et de clarté,
jeunesse qui a eu à la Chambre de l'écouter. J'ai été témoin de certaines de ses conférences adressées aux jeunes. Il a toujours eu cette posture de l'optimiste et en tout cas a fait en sorte que ces jeunes n'imaginent pas que c'était fini, que c'était la fin. Et j'espère qu'il a allumé la flamme dans certains de ses cœurs. Et demain, ils font peut-être partie de ces garçons et de ces filles qu'il vient d'écouter dans cette entretien. On va écouter maintenant un peu. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous avez entendu à cette tribune parler de l'œuvre conséquente et à bien des égards admirables de Dominique Venner. Je ne parlerai pas de son œuvre. Je ne parlerai pas non plus des engagements qui ont été les siens, et moins encore de politique. Ce que je voudrais, c'est, au moyen d'un témoignage personnel, évoquer l'homme Dominique Venner, ce qu'il a été, la façon dont l'ont perçu ceux qui l'ont connu depuis longtemps et qui ont eu l'occasion de prendre la pleine mesure des exemples qu'il nous a donnés. Vous savez certainement qu'il y a eu, en quelque sorte, 3 Dominique Venner, ou plutôt 3 périodes essentielles de sa vie. Il y a eu la première, le jeune combattant, le jeune activiste politique, engagé dans un combat fébrile, parfois même convulsif, période qui prend fin en juillet 1967, et à laquelle succède une seconde période tout à fait différente, durant laquelle, pendant pratiquement 30 ans, Dominique Venner va se consacrer pour l'essentiel à des livres sur la chasse, sur les armes. Dans un premier temps, il avait utilisé les armes. Dans un second temps, il a écrit sur les armes, parce qu'il avait compris que c'était la seule chose qui lui restait à faire. Mais il n'a pas perdu de vue la réflexion sur l'histoire, et c'est ainsi qu'à partir de 1991 commence une troisième période, marquée notamment par la sortie des revues, Enquête sur l'histoire, puis la nouvelle revue d'histoire, dans laquelle le chasseur sauvage, qui avait succédé à l'activiste de jeunesse, va se muer en historien méditatif, comme il le disait, et c'est souvent cette figure-là que les plus jeunes ont connue. Et je dois dire ici, à leur intention, que ce serait une erreur de croire que dans cette dernière période de sa vie, Dominique Venner, mettant en quelque sorte entre parenthèses la période précédente, renouait avec son engagement de jeunesse. Ce n'est pas du tout ça. En 1991, Dominique Venner était plus que jamais persuadé des limites de la politique et surtout du fait que la politique n'était pas un rôle qui lui convenait. Je dirais même en confidence qu'il n'était pas tellement content quand on lui parlait, moi le premier d'ailleurs, de cette petite brochure du tout début des années 60 pour une critique positive, en lui rapportant l'influence considérable que ce texte pouvait avoir eu bien après sa publication. Cela appartenait pour lui à un passé sur lequel il ne souhaitait pas tellement revenir.
Quand il évoquait cette période, d'ailleurs, il me disait souvent, vous savez, nous avions des instincts justes, mais nous avions des idées courtes. Les idées ne sont pas restées courtes longtemps chez lui, mais la formule, je crois, est caractéristique. Il y a donc eu 3 périodes dans sa vie. Et en même temps, et comme toujours, cette évolution, ces métamorphoses, se sont inscrites sur un fond profond de continuité. Continuité dans les plus petits détails, continuité de la personnalité. J'ai été toujours frappé de voir que tout au long de sa vie, Dominique Venère a conservé le même visage, la même petite écriture régulière, le même petit rire. Et je l'ai d'autant plus constaté que je suis l'un de ceux, plus très nombreux aujourd'hui, qui ont eu le privilège, car c'est un privilège, d'avoir connu Dominique Venère durant les 3 périodes que je viens d'évoquer. Et puis la continuité, plus profondément, c'est évidemment, le mot était déjà souvent cité, il a toujours voulu être un rebelle, fût-ce sous des formes très différentes. Dans son livre le plus personnel, Le cœur rebelle, en 1994, réédité aujourd'hui grâce à la gentillesse de Pierre-Guillaume Bureau, cet homme qui n'aimait pas se mettre en scène, qui n'aimait pas revenir sur lui-même, mais qui là, pour la première fois, a évoqué une part de sa vie, disait que, je cite, « être rebelle, c'est être à soi-même sa propre norme ». Ces lignes, je crois, ne doivent pas être mal interprétées. Être à soi-même sa propre norme, ce n'est certainement pas se poser orgueilleusement au centre de l'univers et moins encore légitimer l'individualisme. C'est simplement rester fidèle à ce que l'on a voulu être, c'est-à-dire ne pas se renier. Dominique Venère a pris de la distance vis-à-vis de son engagement de jeunesse, mais il ne s'est jamais renié. La tenue, pour employer un terme dont j'ai beaucoup usé déjà en évoquant Dominique Venère, la tenue relevait pour lui de l'éthique, c'est-à-dire du style. Pour Dominique, qui était avant tout attaché à la tenue, le style s'exprimait au fond dans quelques principes assez simples. Et d'abord, se tenir droit, vivre et mourir debout, ne pas chercher d'emblée son intérêt personnel, ne pas ruser, ne pas louvoyer, ne pas se plaindre, ne pas s'expliquer, aller systématiquement vers tout ce qui hausse, qui élève, et fuir systématiquement tout ce qui fait descendre, tout ce qui rabaisse. Et aussi rester à l'écart des médisances, des cancans, des bavardages, de ces propos obliques que l'on voit trop souvent fleurir. Et Dominique Venère, jamais rien de négatif. C'est au point que je l'ai entendu très rarement dire le mal de quelqu'un. Quand on en disait devant lui, il balayait d'un geste de la main et en passait à autre chose. Il n'aimait pas les cancans. La tenue va de pair avec la retenue. Il y a évidemment un parallèle assez étonnant que l'on peut faire entre la vie de Dominique Venère et celle de l'écrivain Ernst Julier. Parallèle qui justifie amplement
l'intérêt que Dominique Vénère avait même porté à l'exemple de Vulgaire. Beaucoup de points communs. Vulgaire, d'abord, comme Vénère, à 17 ans, avait fui l'école, fui sa famille pour aller s'enrôler dans les rangs de la Légion étrangère. Et puis, après avoir participé à la guerre, il s'est lancé dans une période d'activisme, de publicisme politique intense. Et puis, il avait commencé à prendre, comme Vénère l'avait fait, ses distances. Vénère s'était tourné vers la chasse. Vulgaire avait écrit le traité du Rebelle, dont le leitmotiv, c'est le recours aux forêts. Et combien cette expression pouvait s'appliquer également à Dominique Vénère. Et puis, le stade final de la vie de Vulgaire, c'était la position d'éloignement non plus seulement horizontale, mais verticale, avec l'invention de la figure de l'Arnaque. Mais revenons un instant à ce tout début des années 60. J'ai connu Dominique Vénère au mois de juillet 1962. Ce n'est pas d'hier. C'est engagé à ce moment-là une amitié qui aura duré plus d'un demi-siècle. J'étais jeune, très jeune, 17, 18 ans, ce qui était l'âge aussi de la plupart de mes camarades étudiants. Dominique Vénère n'était pas tellement plus vieux que nous, il n'avait même pas 10 ans, puisque nous étions à l'âge où une année d'écart valait presque une génération. Et d'emblée, Dominique Vénère s'est imposé à notre admiration. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, par un charisme certain, par une façon d'être, une façon de parler, une façon de se tenir, par la précision de ses analyses aussi, par la fermeté de ses convictions. Il avait des allures de jeune officier de cavalerie, de hussard fringant. Bref, il avait déjà cette tenue, et c'était pour cette tenue que nous l'admirions profondément. Il est important ici de dire que cette admiration à laquelle je viens de faire allusion n'avait vraiment rien à voir avec un quelconque culte du chef. Dominique Vénère, dès cette époque, critiquait et méprisait les notables et les petits chefs, les batteurs d'estrade, présidents de parti qui cherchent à se faire amuser des foules. Lui, il se présentait comme un militant parmi d'autres, et nous étions les premiers à reconnaître qu'il était le premier de ces militants. Dominique Vénère, en juillet 1967, annonce son intention de rompre définitivement avec la politique. Je l'ai suivi immédiatement dans cette voie, et peut-être même un peu au-delà, et nous avons évolué dans des directions différentes, lui vers la chasse et vers l'histoire, et moi vers l'étude toujours plus approfondie des idées, et surtout de plus en plus loin du clivage droite-gauche. Au cours des décennies qui suivirent, nous avons d'ailleurs eu publiquement des controverses qui sont toujours restées amicales, mais qui allaient au fond des choses. Ce qui est remarquable dans ces controverses, c'est qu'aucune n'a jamais entamé notre amitié. Les maîtres de tenue de Dominique Vénère étaient les hommes et les femmes dont le ressort principal était le sens de l'honneur. D'où l'intérêt qu'il portait aux samouraïs
le code des samouraïs, le Bushido, lui paraissait quelque chose de tout à fait admirable, et c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus à remarquer que Dominique Venère, parallèlement, professait souvent l'idée d'une certaine incommunicabilité entre les différentes cultures. Eh bien, le même qui parlait de cette incommunicabilité entre les cultures humaines, n'hésitait pas, lui, à se regarder comme un samouraï d'Occident. Et puis derrière tout cela, il y avait bien sûr toute une conception du monde. Je ne la résumerai pas ici. Lisez le cœur rebelle, lisez le samouraï d'Occident, vous en saurez beaucoup plus. Disons que c'était une conception du monde incontestablement centrée sur l'Europe, enracinée dans la longue durée, mais aussi basée sur le goût de la diversité et la volonté de défendre la cause de tous les peuples. Un détail à cet égard, qui est d'ailleurs plus qu'un détail, lorsqu'on lit Le cœur rebelle, il y a de très belles pages où Dominique Venère explique son engagement résolu, inconditionnel dans la lutte qu'il prenait en Algérie, en précisant qu'il n'a jamais regretté d'être engagé dans cette lutte, et en même temps, il n'hésite pas à dire que la cause que défendaient ceux d'en face, ceux qui l'affrontaient, était aussi une cause qui avait ses raisons. Et que si lui-même était à la place de ceux qui combattaient, c'est dans l'autre camp sans doute, qu'il se serait battu. Cette capacité de distance et d'objectivité était tout à fait dans la façon d'être de Dominique Venère. C'est sans doute ce qui explique son admiration sans borne pour l'épopée homérique, particulièrement sans doute pour l'Iliade, où s'affrontent tant de dieux et de héros, et qu'il tenait, il a une fois répété, comme les textes fondateurs de la tradition européenne. Mais s'il se tournait vers l'épopée homérique, il ne faut pas le dissimuler, c'est aussi qu'il avait la volonté de se distinguer nettement de ceux qui préféraient se référer à d'improbables racines chrétiennes de l'Europe. Si les mots ont un sens, si les racines désignent bien l'origine même, ce qui va au plus profond, eh bien évidemment, il tombe sous sens qu'au moment où le christianisme est apparu, la civilisation européenne, l'Antiquité européenne, avait déjà derrière elle des siècles et probablement des millénaires d'existence. Dans le film que nous avons vu tout à l'heure, Dominique Venère montre à quel point il était conscient du caractère composite du christianisme historique, mais il ne cédait pas non plus l'antipathie profonde que lui inspirait le monothéisme chrétien. Et la cause profonde de cette antipathie, c'était l'universalisme chrétien. Il expliquait que lorsque les Grecs rendaient un culte aux dieux grecs, ils pouvaient se reconnaître dans leur Dieu. Lorsque les dieux romains sacrifiaient aux dieux romains, ils pouvaient, ce peuple, se reconnaître dans ces dieux. Mais dès l'instant qu'il y a un Dieu unique, le peuple de Dieu ne se confond plus avec aucun peuple particulier, il prend le nom d'humanité. Et c'est la raison pour laquelle Dominique Venère, tout en étant bien conscient du rôle particulier qu'avait pu jouer l'Église dans telle ou telle circonstance historique, cette religion n'était pas à ses yeux une religion identitaire, et c'est pourquoi, sans cesse et sans cesse,
il nous disait, il nous incitait à revenir à la source grecque, non pas pour répéter les Grecs, mais pour se mettre à l'école du commencement grec, afin, comme le dit Heidegger, de concevoir les termes d'un nouveau commencement. Au fond, pour lui, il y avait deux attitudes. Il y avait d'un côté l'éthique de l'honneur, la sienne, et la morale du péché, qui est quelque chose de bien différent. L'éthique, étymologiquement, c'est l'éthos. L'éthos en grec, ce sont les mœurs. Ce sont les valeurs partagées à l'intérieur d'un peuple particulier. Quand on côtoyait Dominique Venner, et je l'ai côtoyé longtemps, beaucoup d'entre vous l'ont côtoyé, il apparaissait parfois un peu raide. Certains diront même rigide. C'est vrai. Disons surtout qu'il était intransigeant, en tous les cas. C'est que Dominique Venner avait une horreur profonde des tricheurs, des conseillers qui passent jamais à l'acte, de ceux qui prônent aux autres des conduites qu'ils sont incapables d'adopter par eux-mêmes. En un mot commençant, à ceux qui donnent des leçons, il préférait ceux qui donnent des exemples. Lui-même, d'ailleurs, a, au fond, moins laissé une doctrine qu'un exemple de tenue. Il voulait que l'homme, dans toutes ses dimensions, aspire à l'excellence. L'excellence. Il trouvait précisément cette poussée vers le télos qui nous permet de nous réaliser, c'est puiser vers l'excellence qu'il trouvait précisément dans l'épopée homérique. Et c'était chez lui quelque chose de tellement fort, de tellement spontané qu'il avait du mal, par exemple, à apprécier sur la œuvre l'œuvre d'un immense écrivain, artiste, sculpteur, si celui-ci, dans sa vie quotidienne, s'était finalement révélé assez petit. Et j'ai le souvenir de discussions passionnées que nous avions eues là-dessus. Moi, j'avais l'opinion inverse. Je pensais qu'il fallait séparer la biographie de l'œuvre, et qu'après tout, même si demain nous apprenions des choses abominables concernant la vie privée de Molière, de Shakespeare ou de Léonard de Vinci, cela ne changerait strictement rien à la qualité de leurs œuvres. Il avait beaucoup de mal à admettre ça, peut-être par un désir d'homme idéal qu'il essayait d'incarner, dont il aurait voulu voir l'image plus fréquemment représentée autour de lui. Et pour donner une anecdote, c'est ce qui explique sa déception dont il a parlé dans ce livre à propos de Ernst von Salomon, l'écrivain allemand bien connu pour ses livres, le questionnaire, les retrouvés, la vie, etc. Jeune activiste, Dominique Venner avait été incroyablement marqué par le livre de von Salomon, Les retrouvés. Il y avait vu une flamme, la flamme dont il est dit en substance qu'elle brûlait constamment dans les cœurs hardis, décidés à défendre la patrie. C'est certainement la lecture des retrouvés qui l'a amené par la suite à se tourner vers l'historiographie des corps francs. Et après, bien longtemps après, il a voulu aller en Allemagne du Nord, rendre visite à Ernst von Salomon, qui avait poursuivi sa carrière d'écrivain, et alors là, déception totale. Il rêvait de découvrir le jeune officier des corps francs, le jeune cadet des années 1920, il est tombé sur un brave Allemand bedonnant qui lui a fait boire des quelques entières de bière et ne lui a pas caché que tous ces événements étaient un peu loin.
Dominique a été extrêmement déçu. C'est à partir de là que, par contraste, en quelque sorte, il s'est tourné vers la haute figure de Ernst Schmieder, qui, lui, n'avait jamais manqué aux impératifs de la tenue. Dans un milieu où abondent les pessimistes et parfois les prophètes de valeur, Dominique Venner professait par ailleurs une sorte d'optimisme de principe, ce qu'il appelait l'optimisme historique. Il était convaincu qu'un jour ou l'autre, l'Europe, dont il disait qu'elle était en dormition, finirait par se réveiller, retrouver le centre de ses origines, se réapproprierait son génie propre et reprendrait sa marche en avant. Pour justifier ce sentiment, il écrivait très souvent que l'histoire est imprévisible, que l'histoire est ouverte. Et c'est sur la base de cette affirmation qu'il rejetait aussi bien les déterminismes historiques ou les fatalités historiques, que ce soit la fatalité du progrès telle que l'a développée la philosophie des Lumières, ou la fatalité du déclin telle que l'a développée Julius Evola ou Oswald Spengler. Dans nos discussions, pour le taquiner, je lui disais, mais Dominique, si l'histoire est ouverte et imprévisible, par définition, on ne peut rien exclure, y compris le fait qu'elle nous réserve le pire. Il faisait son petit sourire, mais il continuait sur l'affirmation de sa conviction, ce qui était bien dans son tempérament. Dominique Venner, toute sa vie, a suivi une trajectoire claire. En bande dessinée, on parle parfois de la ligne claire. Toute la vie de Dominique a été illuminée par une ligne claire. Et c'est la raison pour laquelle la trajectoire qu'a représentée cette vie ne pouvait incontestablement que s'accomplir, je dis bien s'accomplir, dans la mort qu'il a choisie. De cette mort, je ne dirais pas qu'elle fut exemplaire, car Dominique Venner n'a demandé à personne de se suicider, mais qu'elle fut à coup sûr admirable dans la mesure où elle se situait dans le prolongement de sa vie, et aussi dans la mesure où cette mort lui permettait de se rattacher aux samouraïs, aux vieux romains qui avaient honoré la mort volontaire, à Monterland, à Mishima et à bien d'autres. Mon idée la plus fondamentale est que la mort de Dominique Venner a été dans le droit fil de ce qu'a été sa vie, c'est-à-dire à l'opposé de tout désespoir et à l'opposé de toute lâcheté. C'est, on l'a dit, un suicide de type sacrificiel. Et Dominique l'a dit lui-même quand il a expliqué sa décision de sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable, d'offrir ce qu'il restait de vie dans une intention de protestation et de fondation. Il va de soi que dans cette phrase, le mot qui compte, c'est le mot fondation. Et quelques heures plus tard, il avait aussi écrit « Nous entrons dans un temps où les paroles doivent être authentifiées par des actes. » C'est très précisément ce 21 mai 2013, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, en début d'après-midi, c'est très exactement ce qu'il a fait. Dominique Venner a authentifié sa parole par des actes
fut un homme fondamentalement authentique. Un homme qui appartenait à une espèce qui est peut-être aujourd'hui en voie de disparition, mais l'exemple qu'il nous a montré, les pistes qu'il nous a ouvertes, les attitudes qu'il nous a suggérées, elles sont d'autant plus nécessaires dans les époques de décomposition, de dissolution et de chaos. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur sa personnalité? J'ajouterai simplement pour conclure que l'on est très fiers d'avoir été son ami.